Pendant longtemps, pas le choix. Pour aller en vacances dans le sud, il n'y avait qu'une seule route. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. C'est une route qui fait recette. Aujourd'hui, ce sont les autoroutes qui font plus que recettes et carrément des milliards d'euros de super profits. Complément d'enquête sur leur privatisation avec une question. L'État et les usagers se sont-ils fait avoir ? Bonsoir, les autoroutes furent longtemps une fierté française. C'est devenu un dossier sulfureux transmis de gouvernement en gouvernement. Les tarifs au péage ont encore augmenté de près de 5% cette année et les profits des sociétés concessionnaires explosent. Le Premier ministre, qui a choisi de privatiser les autoroutes, a accepté de revenir sur cette décision très contestée. Oui, moi je crois à la responsabilité. Je crois à la responsabilité. Mais je crois qu'il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux Français. On vous révèle cette semaine, avec nos collègues de l'hebdomadaire Marianne, une plainte contre X pour favoritisme. Au cœur des soupçons, il y a les renégociations des contrats menés en 2015 par deux anciens ministres, Emmanuel Macron et Ségolène Royal, et leur directeur de cabinet de l'époque, Alexis Kohler et Elisabeth Borne. Il y a eu une opacité quasi totale sur les conditions dans lesquelles ces contrats de concession ont été négociés et conclus à l'avantage quasi exclusif des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Pour en discuter, on se retrouve dans un instant avec un proche du président de la République, François Bayrou, qui s'est longtemps battu contre la privatisation des autoroutes. On lui demandera si ses alliés d'aujourd'hui ne se sont pas trompés hier en renégociant ces fameux contrats autoroutiers. Ce sera juste après l'enquête de Lilia Melconian, Rola Tarsissi, Benjamin Poulain et Harold Rox. Là, il est 6h44. On y sera pour 7h30, pas avant. Comme tous les jours, Franck Guéville quitte sa maison de la banlieue parisienne très tôt pour aller au bureau. Moi, j'habite au Grange-le-Roi. Voilà, un petit village à côté de Dourdan. Je travaille à Ivry-Courcouronnes. Voilà. Et j'ai deux chemins possibles, soit l'autoroute, soit par les départementales, le réseau secondaire. Salarié chez un fournisseur d'électricité, il gagne 1 600 € net mensuels. Pour adoucir ses fins de mois, le quinquagénaire a dû changer d'itinéraire. Quand j'ai fait le calcul de ce que ça pouvait me coûter à l'année, j'ai dit non, stop, on va passer par le réseau secondaire. Sur une année, on est aux alentours de 800 €, 799 € exactement. C'est juste une somme phénoménale qui me permet de faire autre chose, de pouvoir profiter de week-ends, de pouvoir profiter de vacances ou de m'investir dans des associations comme les Chiens Guides d'Aveugles, la SPA ou 30 millions d'amis. Pour les 18 kilomètres qu'il parcourait sur l'A10, voilà ce qu'il devait débourser. 1,70 €. Alors, pour que ça change, Franck a décidé de se mobiliser. Bonjour, c'est pour rendre ce tronçon gratuit. C'est le seul payant en Ile-de-France et c'est devenu un racket financier. Au péage de Dourdan, en région parisienne. Bonjour, c'est pour mettre fin aux raquettes sur cette autoroute. Vous avez raison. Merci, merci. Comme tous les ans depuis 20 ans, Jean-Claude Lagron et les membres de son association, dont Franck Guéville, se retrouvent pour dire stop au péage. Bonjour, c'est une action pour rendre ce tronçon gratuit en Ile-de-France. Je vais travailler en fait. Je paye tous les jours le péage, le matin et le soir en revenant. C'est quand même 40 à 50 € par mois, oui. Voilà. Ouais. C'est trop cher. On paye déjà l'essence, il y a tout ça à payer. Franchement, 1,70 €, c'est trop pour emprunter des routes. La manifestation est pacifique, mais les mots, eux, ont des accents un peu guerriers. On va se mettre à plusieurs à chaque poste. On va se mettre là. Vous avez encore des munitions, non? Et les manifestants ont reçu le renfort de quelques écharpes tricolores. Monsieur le sénateur, merci de votre visite. Comme celle de Vincent Delahaye. Depuis qu'elles sont passées sous pavillon privé, les autoroutes intéressent ce sénateur centriste autant qu'elles le révoltent. Effectivement, les sociétés augmentent tellement plus sur des trajets comme celui-ci, qui sont des trajets urbains, où il y a énormément de fréquentation, et du coup, ils en profitent énormément.
C'est pas normal. Ici, le concessionnaire s'appelle Cofiroute Vinci. Avec près de 10 000 véhicules qui passent chaque jour, c'est un péage très fréquenté. C'est le jackpot, là, pour Vinci, ici. Oui, c'est un jackpot terrible. C'est un jackpot terrible. Et puis l'État doit imposer une révision des contrats de concession aux sociétés concessionnaires d'autoroutes avec le souci de faire en sorte que l'argent, les bénéfices tirés des autoroutes profitent plus à la collectivité publique. Pourtant, tout avait bien commencé entre les Français et leurs autoroutes. 1950, les pouvoirs publics lancent leur construction, financée par les impôts des Français. Puis pour les entretenir, l'État crée des sociétés majoritairement publiques qui font pousser des péages. Désormais, grâce à ces 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. Au fil du temps, les autoroutes grignotent le territoire. Les entreprises qui les gèrent aussi. On les appelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dites SCA, ASF, Escota, AP2R, AREA, SAPN, SANEF. Au fil du temps, elles sont rachetées par des grands groupes privés, deux Français, Vinci, Eiffage, et le groupe espagnol Abertis. Les Français commencent alors à s'inquiéter. C'est vrai qu'on a peur que les tarifs augmentent, hein. C'est déjà assez cher comme ça, les autoroutes. Les escroqueries, ce sera encore plus cher que maintenant, alors qu'elles sont nationalisées, quoi. Donc on s'attend à des tarifs très élevés. Tout le quart, ça va augmenter considérablement. Au total, plus de 9000 km de route et 1158 péages qui, d'année en année, cristallisent la colère des Français. Comme ici, lors de la crise des Gilets jaunes en 2018. Les politiques ont bien conscience que c'est un sujet qui est très urticant, qui hérisse beaucoup de Français. On peut dire que la pilule n'est toujours pas passée. Ce dossier, qui embarrasse tous les gouvernements ou presque depuis près de 20 ans, nous en avons rencontré les principaux acteurs, même celui qui a décidé de tout privatiser. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer les autoroutes? Enfin, nous sommes dans un État qui a du mal à gérer ses écoles, ses hôpitaux. L'État ne peut pas tout faire. Et ceux qui aujourd'hui doivent rendre des comptes. Les calculs que nous avons faits n'ont pas été bons. Je reconnais bien volontiers. Nous nous sommes trompés. Madame Borne, bonjour. Sur les autoroutes. Bonsoir, monsieur Copé. On a juste une petite question. L'invention du scandale des super-profits, c'est simplement la méconnaissance du modèle des concessions d'autoroutes. L'État s'est-il montré trop généreux vis-à-vis de grands groupes privés? L'objet de cette plainte, c'est d'attirer l'attention de la justice. Les rapports mettent en avant des faits troublants qui pourraient caractériser l'infraction de favoritisme. Enquête sur des ratés successifs que les usagers des autoroutes payent très cher quand ils passent au péage. C'est la deuxième fois en 3 mois qu'ils sont convoqués par des élus. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, devant la commission développement durable de l'Assemblée nationale. Bonjour. Très bien, vous. Bonjour. Prenez place. Donc moi je fais vite un petit propos liminaire. Oui. Ensuite vous avez la parole pour une vingtaine de minutes à vous partager. Et ensuite il y a des questions de 1 minute. Des collègues et après donc ça vous prenez le temps. Et avec les questions qui sont timées, les réponses peuvent être plus courtes ou plus longues. Exactement. Visage fermé, peu ravi de voir notre caméra. Il dirige les 3 principales sociétés d'autoroutes. Vinci, SANEF et Eiffage. À L3, elle règne sur 94% du réseau concédé. C'est que vous êtes serein, finalement, si vous le sauriez. On est concessionnaire de l'État, on exécute le contrat et du coup on est très serein. Pour la plupart des députés... Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux
ces entreprises affichent une santé financière insolente. L'inspection générale des finances parle de surprofit, de surrentabilité, 12% pour Vinci et Eiffage. Les autoroutes sont chères, les bénéfices des sociétés autoroutières augmentent, la question des montants des dividendes versés aux actionnaires se pose. Notre groupe Renaissance défend une position médiane qui repose sur une nécessaire renégociation des accords de concession et plus particulièrement sur leur durée. Comprenez-vous les automobilistes qui ont le sentiment d'être pris en otage par vos actionnaires? Comment défendez-vous le fait que nos autoroutes soient les plus chères d'Europe? Si en plus à la rentrée vous baissez le tarif des péages, eh bien vous ne serez plus perçus comme étant seulement des parasites. Merci. Pardon, mais nous demandons aussi que quand on regarde les chiffres qu'on nous jette à la figure régulièrement, ils soient mis en regard des montants que nous investissons. Nous sommes extrêmement contrôlés. D'abord, l'autoroute, contrairement à ce qui se dit, l'autoroute est un bien public. L'État n'a jamais vendu les autoroutes. Nous sommes prêts à la plus grande transparence, nous sommes prêts à mettre sur la table les chiffres et à démontrer que la situation n'est pas celle qui est décrite dans certains rapports. Nous sommes parfaitement dans les clous. Ces 3 sociétés ont engrangé plus de 3,9 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Et pourtant, en février dernier, l'État a validé une forte hausse des péages, plus 4,75%. Un chiffre fruit d'un savant calcul qui prend en compte l'inflation et le coût des travaux. Mais attention, cette hausse de 4,75% ne concerne que le réseau historique, pas les nouvelles autoroutes. Et il s'agit d'une moyenne. Une nuance qui a son importance. Selon nos confrères d'AutoPlus, sur l'A28, le trajet Rouen-Le Mans a augmenté de 8%, le Paris-Lyon, 7,4% et le Aubagne-Brignoles, plus 7,1%. À l'inverse, certains tronçons n'ont que très peu augmenté. C'est le cas du Bordeaux-Pau par exemple, plus 0,7%. Dans cette jungle des prix, un homme sait s'y retrouver. Un ingénieur mécanique passionné de chiffres. Franck Salès a archivé 10 ans de tarifs autoroutiers. Et dans un rapport très officiel, il a trouvé l'astuce pour rouler beaucoup moins cher que vous et nous. Suite à un rapport de la Cour des comptes, un ancien directeur de concession d'autoroute expliquait que quelqu'un qui connaîtrait parfaitement les tarifs d'autoroute pourrait payer moins cher simplement en sortant et en re-rentrant aussitôt à certaines sorties définies. Par exemple, pour un trajet direct Nantes-Angers, le prix du péage est de 9,80 €. Mais si on sort avant, à la barrière de péage d'Ancenis par exemple, et que l'on rentre aussitôt sur l'autoroute, le coût du trajet Nantes-Angers va baisser. Démonstration. Hop là. En sortant à Ancenis, nous payons 3,50 €. Là, on va repasser en fait sur la même barrière de péage mais en sens inverse. Hop là. Et là, on va payer 5,10 €. Entre l'entrée et la sortie, moins de 2 minutes. Et à la clé, une bonne économie. Donc le trajet normal aura été de 9,80 €. Alors là, on a payé 2 fois en fait. On a payé une première fois 3,50 € et une deuxième fois 5,10 € en re-rentrant. Ça fait 8,60 €, ce qui fait donc 1,20 € d'économie, ce qui représente un peu plus de 10% d'économie. Ça doit être dans les 12%. Donc en réalité, l'autoroute, on ne la paye pas au kilomètre? Non, on ne la paye pas. On l'a jamais payé au kilomètre. En fait, c'est toujours en fonction du point d'entrée et du point de sortie. Il n'y a pas de tarif kilométrique appliqué sur la plupart des autoroutes. En résumé, sur l'autoroute, plus on sort et moins on paye. Et cette règle-là se vérifierait partout selon notre ingénieur. Pour partager sa découverte, il a créé un site qui promet de vous faire réaliser jusqu'à 30% d'économie sur certains trajets.
Le principe, il est tout simple. En fait, le site calcule en fait toutes ces opportunités d'économie. Si on n'est plus joueur, on peut encore faire plus d'arrêts. Là, par exemple, si vous faites non plus 2 paiements, mais en 4 fois, vous allez payer 13 €, 5,10 € d'économie, et ce qui représente à peu près 28% du coût du trajet. Sortir le plus souvent possible pour payer l'autoroute moins cher. Un acte militant pour Franck Salès, qui se voit un peu comme un lanceur d'alerte. On imagine une économie moyenne pour tout le monde de 10% en faisant ce type d'astuce. Si 30% des usagers le font, ça fait 3% du chiffre d'affaires en moins pour les concessionnaires. Voilà, c'est des sommes énormes. Là, on parle de sommes énormes, et 3% en moins, c'est presque catastrophique pour eux, quoi. Donc, il y a un moment, faut savoir se battre avec leurs armes. Voilà, ils vous tapent au portefeuille, tapez-les au portefeuille. Hein. Quel pourrait être l'intérêt des sociétés concessionnaires d'avoir des tarifs qui varient en fonction de votre point d'entrée et de sortie sur l'autoroute? Selon ce rapport sénatorial daté de 2020, cette grille de tarifs établie par Tronçon a longtemps constitué une technique d'optimisation pour accroître le chiffre d'affaires annuel. Car elle a longtemps permis aux sociétés de concentrer leur hausse des prix sur les sections les plus fréquentées. Cette technique, interdite depuis 10 ans, porte un nom, le foisonnement. Les sociétés autoroutières ne le pratiquent plus. Une seule société a accepté de nous recevoir sur un de ses péages. La SANEF. Bienvenue à vous, c'est le week-end et pas seulement le week-end Romager Week-end. Veille de week-end de Pentecôte, la radio de l'autoroute A1 annonce un trafic encore fluide. Elle relie la région parisienne et le nord de la France. C'est la plus fréquentée d'Europe. On a pas mal de monde, on a pas mal de... SANEF, c'est Wayne, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de déranger. 75 000 véhicules passeront au péage de Senlis ce vendredi-là. 25% de plus qu'une journée classique. Ouais, j'avais déjà toutes les infos. Il commençait au 241, le billet. Le grand patron a spécialement fait la route pour répondre à nos questions. Selon lui, si les tarifs varient toujours d'un tronçon à l'autre, c'est en partie lié à un héritage qui remonte à avant la privatisation. C'était une pratique très très courante à l'époque où l'État était propriétaire des sociétés d'autoroutes. Donc ça s'appelle le foisonnement, et c'était quelque chose qui était très très courant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le foisonnement est interdit. Et on a même l'obligation, par notre contrat, de défoisonner, c'est-à-dire de régulariser en fait ces différences tarifaires qu'il y avait entre les longues distances et les courtes distances, de manière à avoir un meilleur équilibre entre des origines-destinations courtes et des longues distances. Une tarification au tronçon permettrait donc de moins pénaliser les usagers qui effectuent au quotidien des trajets courts, selon la SANEF. En attendant, ces sociétés privées engrangent de très confortables bénéfices. Et cette fois, c'est au gouvernement que les parlementaires ont décidé de demander des comptes. Depuis leur privatisation en 2006, ils engrangent année après année des profits records. Selon le Canard enchaîné, Bercy aurait enterré un rapport sur les surprofits. On y apprend que les sociétés d'autoroutes sont 2 fois plus rentables que ce qui était envisagé. Bercy, accusé d'avoir gardé dans un tiroir un rapport choc pendant 2 ans, dont l'existence a été révélée par le Canard enchaîné. Janvier 2021, les inspecteurs des finances ont refait les comptes. Les autoroutes gérées par Vinci et Eiffage vont se révéler beaucoup plus profitables que ce qui a été prévu lors de la privatisation. Ils proposent 2 mesures à Bruno Le Maire qui a commandé ce rapport. Baisser le prix des péages de près de 60% ou raccourcir la durée des concessions. Le ministre de l'économie connaît bien le dossier des autoroutes. Au moment de la privatisation en 2006, il était au cabinet du Premier ministre Dominique de Villepin. Alors a-t-il étouffé ce rapport, comme l'accuse l'opposition ? 22 mars dernier, le ministre de l'économie s'en défend face aux députés. Pourquoi on a besoin de la presse pour connaître un peu ce rapport? Apparemment, les chiffres ne sont pas remis en question. Ce rapport m'a été transmis en février 2021.
Je rappelle qu'il devait servir principalement à étudier la rentabilité des sociétés d'autoroutes et à fournir des arguments pour négocier un contentieux avec ces sociétés d'autoroutes. Il n'avait donc pas vocation à être rendu public. Face à la pression médiatique, Bruno Le Maire doit reconnaître que l'État s'est trompé dans certaines de ses prévisions au moment de la privatisation. Les calculs que nous avons faits n'ont pas été bons. Mais je reconnais bien volontiers, nous nous sommes trompés. La première solution, c'est de raccourcir la durée des concessions. Nous saisirons le Conseil d'État pour étudier cette option avec l'objectif de réduire de quelques années la durée des concessions des sociétés d'autoroutes. Pourquoi ne pas avoir saisi le Conseil d'État il y a 2 ans, dès qu'il a eu connaissance des conclusions de ce rapport? Monsieur le ministre, est-ce que c'est... on a bien entendu quand vous avez dit nous nous sommes trompés à l'époque, il faut revoir certaines choses, aller jusqu'au Conseil d'État pour régler... On va me conseiller une seconde si vous permettez, parce que je ne répondrai pas à vos questions. La semaine dernière, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement envisageait une taxation des concessions autoroutières. Une décision qui serait validée par le Conseil d'État, mais le gouvernement a décidé de ne pas rendre public cet avis. Le débat sur la privatisation est donc de nouveau ouvert. Et pour ce gouvernement, comme pour d'autres avant lui, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, selon ce politologue, spécialiste de cette France qui ne peut pas se passer de voiture. On a un peu l'impression que ce sujet est le caillou dans la chaussure de tous les hommes politiques. Parce que les politiques ont bien conscience que c'est un sujet qui est très urticant, qui hérisse beaucoup de Français. Et puis il y a tout le symbole, l'idée qu'on est concédé au privé, donc ça n'a pas forcément bonne presse en France. L'idée également que la puissance publique, quelque part, s'est désarmée et qu'elle est aujourd'hui pieds et poings liés en disant on n'aurait peut-être pas dû, mais maintenant le coup est parti. Et puis, pour toute une partie de la population, il y a aussi l'idée que cette vente au privé, eh bien, effectivement, s'apparente à une vente des bijoux de famille d'un État impécunieux qui, pour boucher les fins de mois et pour boucher les trous, a été obligé de se séparer d'un des joyaux de la couronne, qui étaient les autoroutes. L'État a-t-il fait une si mauvaise affaire en privatisant ? N'aurait-il pas oublié une clause importante dans les contrats signés avec les sociétés d'autoroutes ? 2002, le Premier ministre s'appelle Lionel Jospin. Sa conseillère transport, Elisabeth Borne. Le gouvernement cherche de l'argent pour financer le fonds de réserve des retraites. Ah, c'est vraiment une belle réalisation, hein. Avec des restaurants, des aires de jeu, des espaces verts, le tout plein. C'est donc la gauche plurielle qui va vendre la première. Équipement high-tech. Ah non, c'est vraiment un beau projet. À ne pas manquer. Et il y a du trafic? Oh là oui, rassurez-vous, regardez. Ça n'arrête pas du matin. Autoroute du sud de la France, numéro 1 des autoroutes. 49% du capital des autoroutes du sud de la France sont cédés au privé. L'État reste donc majoritaire. La route avec nous. Quelques mois plus tard, changement de majorité. Jean-Pierre Raffarin s'installe à Matignon. Gilles de Robien, au ministère des Transports. Pour éponger la dette de la France, Bercy propose une solution. Vendre cette fois toutes les sociétés d'autoroutes. Nous avions une très forte pression sur la dette et donc on avait une très forte pression de Bercy qui nous demandait de privatiser les autoroutes et d'aller donc au-delà de ce que Lionel Jospin faisait et de faire en sorte que cet argent des autoroutes n'aille pas seulement pour les retraites mais qu'il aille d'abord et avant tout à diminuer l'endettement de la France. Et donc j'ai demandé à Gilles de Robien d'approfondir le sujet. Je m'y suis complètement opposé après avoir bien réfléchi, après avoir bien étudié le dossier et surtout après avoir fait faire des calculs par les services du ministère, appuyés d'ailleurs par une grande banque spécialisée. Ça démontrait très nettement qu'il ne fallait pas privatiser les autoroutes, comme on dit, au moment où elles allaient rapporter gros à l'État. C'était vraiment la poule aux œufs d'or, et cette poule aux œufs d'or, il fallait le garder pour le budget de l'État plutôt que pour des sociétés privées. Et donc on a fait tout ce travail. Gilles de Robien est arrivé avec cette conclusion
qu'il ne fallait pas privatiser. Et donc, dans une réunion interministérielle, j'ai arbitré pour dire non à la privatisation des autoroutes. L'État a tellement de structures déficitaires que pour une fois qu'on en avait une qui était bénéficiaire, je pensais que ça pouvait bénéficier à l'État. Finalement, le gouvernement Raffarin cède une partie du capital des réseaux du Nord et de l'Est. L'État reste toujours majoritaire. 2005, Jean-Pierre Raffarin quitte Matignon, remplacé par Dominique de Villepin. 9 jours après sa nomination, il fait une annonce lors de son discours de politique générale qui le poursuivra toute sa carrière. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes afin de financer ces grands travaux et de leur permettre de souscrire aux appels d'offres européens. Le produit de ces cessions ira notamment à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport afin d'accélérer les contrats de plan État-région. C'est là où Bercy et son lobbying sont très très forts, parce que les gens qui avaient perdu l'arbitrage que j'avais fait étaient toujours en place à Bercy et sont revenus sur cet arbitrage. Dominique de Villepin aborde rarement ce sujet depuis son départ de Matignon. Mais pour nous, il a accepté d'y revenir longuement. Cette privatisation totale des sociétés concessionnaires décidée il y a 18 ans, il l'assume, car l'État avait besoin d'argent. Nous avons voulu diminuer cet endettement et nous avons réussi à le faire. Et c'est là où il faut prendre en compte le choix stratégique et le bilan qui est celui de mon gouvernement. C'est que nous avons réussi à diminuer la dette de 2,8 points de PIB, ce qui est important et ce qui surtout avait vocation à créer un électrochoc dans le pays. Gilles de Robien dit, après avoir fait un rapport, que ces sociétés concessionnaires d'autoroutes allaient être profitables quelques années plus tard, que peut-être il aurait fallu un peu de patience. Les choix économiques qui sont mis en avant dans le cas précis, ce sont des choix d'économie correspondant à des stratégies de rente. Ce n'est pas la vocation de l'État. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer les autoroutes ? Prenons la situation d'aujourd'hui. Que dirait-on si l'État avait à se préoccuper aujourd'hui de la gestion des aires d'autoroute, de la mise en place des bornes pour les voitures électriques, de la gestion des places de covoiturage? Enfin, nous sommes dans un État qui a du mal à gérer ses écoles, ses hôpitaux, les investissements d'avenir dans des secteurs stratégiques, j'ai évoqué les semi-conducteurs ou les batteries électriques. L'État ne peut pas tout faire. Certaines entreprises ont déjà manifesté leur intérêt. À la base des contrats de concession, 2 grands principes. Règle numéro 1, l'État reste propriétaire des infrastructures, mais l'argent des péages revient intégralement aux sociétés. Règle numéro 2, si l'État leur demande de faire de gros travaux, leurs contrats sont prolongés pour encaisser plus d'années de péage. Et comme l'État demande souvent des travaux, certaines concessions autoroutières vont durer jusque dans les années 2030 et même jusqu'en 2086 pour l'une d'entre elles. Mars 2006, marché conclu. Le gouvernement de Villepin empoche un chèque de 14,8 milliards d'euros. Mais a-t-il vendu au juste prix ? De nombreux élus s'en offusquent à l'époque, dont Gilles Carrez, le rapporteur général du budget, issu pourtant de la même famille politique. J'étais pas content du tout, donc je l'ai exprimé, je l'ai fait savoir, et puis je me suis dit, bon, on doit vendre, mais si on vend, il faut vendre au bon prix, il faut vendre le plus cher possible. On a sous-estimé la véritable valeur. On a vendu, je pense que ça valait 20-22 milliards, on a vendu 14,5. C'est pas au doigt mouillé que l'État a fixé le prix qui a été choisi de 14,8 milliards. Il y avait d'abord l'estimation liée au cours de bourse des différentes sociétés qui arrivait à 11,5 milliards.
Et la commission des participations et des transferts avait souhaité que le prix soit à minima de 12,8 milliards. Le choix retenu a été de 14,8 milliards, c'est-à-dire donc nettement supérieur, 30% de plus que le dernier cours de bourse. C'est pour vous dire qu'à aucun moment il n'y a eu les intérêts de l'État qui ont été lésés. Une bonne affaire pour l'État. C'est aussi ce que nous a dit le PDG de la Sanef, filiale de l'espagnol Abertis, avec les mêmes arguments, ou presque, que l'ancien Premier ministre. L'État, en privatisant, il a réalisé plutôt une bonne opération. Parce que l'État, en 2005, il a touché en une fois l'intégralité du montant des dividendes qu'il espérait toucher jusqu'à la fin des concessions sur les concessions autoroutières, en une fois. Première bonne opération. Deuxième bonne opération, ces sociétés d'autoroutes portaient déjà en elles-mêmes une dette extrêmement importante, puisque la construction des autoroutes, ça coûte très cher, ça nécessite du financement, donc il y avait une dette publique importante, et donc l'État, en privatisant, s'est débarrassé de cette dette publique. Une bonne affaire pour tout le monde? Pas sûr. En 2009, la Cour des comptes a estimé que l'État aurait dû empocher 10 milliards de plus. Un chiffre contesté par les sociétés d'autoroutes. Mais au-delà du prix d'achat, un élément leur a permis de gagner beaucoup plus d'argent que prévu à la signature des contrats. Un élément que l'État n'avait pas anticipé. Ces grandes entreprises, pour acheter la concession, empruntaient. Et les taux d'intérêt ont fortement baissé dans les années suivantes. Alors, ils auraient pu aussi augmenter, mais en l'occurrence, ils ont baissé. Au lieu d'emprunter à 4 ou 5%, elles n'ont pu emprunter qu'à 2%. Donc, elles ont dégagé des marges de résultats considérables. Et ces marges, elles ont été distribuées à qui? Aux actionnaires, en dividendes. Mais les actionnaires, ça n'était plus l'État, c'était uniquement du privé. Et là, je trouve que le contribuable a été lésé. Depuis la privatisation, les rapports s'accumulent pour dire que l'État a signé des contrats qui lui sont défavorables. Le cadre juridique relatif aux tarifs n'offre pas aujourd'hui une protection suffisante aux intérêts du concédant et des usagers. La rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes doit être davantage régulée en faveur de l'État et des usagers. Les Français ont été lésés 2 fois, d'abord comme contribuables il y a une vingtaine d'années, puis comme automobilistes, chaque jour. Ne plus prolonger la durée des concessions. Ajuster le cadre contractuel. Ajuster le cadre contractuel, autrement dit, renégocier avec les sociétés d'autoroutes. Problème, les contrats signés en 2006 ne le permettent pas. Les contrats ont été rédigés de façon déséquilibrée à l'avantage des sociétés concessionnaires. Notamment sur un point, l'État n'a pas prévu de clause de retour à meilleure fortune. Dans un contrat normal, on aurait dû, sur 25 ans c'est très très long, on aurait dû prévoir que peut-être les taux d'intérêt baisseraient, peut-être augmentaient. Et si les taux d'intérêt baissaient, à ce moment-là, il était normal que l'État, le concédant, récupère une partie de cette bonne nouvelle. Eh bien ça n'a pas été prévu. Qu'en pense celui qui a signé les contrats au nom du gouvernement? Dominique de Villepin esquisse un début de mea culpa. Ce qu'on peut discuter, effectivement, c'est le fait que nous ayons des contrats trop longs et le fait que nous n'ayons pas de clause de revoyure. Ça, c'est ce qu'il aurait fallu rajouter peut-être en 2005. Absolument. Justement. Il manque effectivement une prise en compte de l'évolution de la rentabilité qui permettrait donc de tirer le signal d'alarme quand nous constaterions que l'actionnaire, au-delà du raisonnable, encaisserait des dividendes autoroutiers. Qu'est-ce que vous répondez à ces usagers qui pointent du doigt les responsables politiques? La responsabilité politique, c'est de faire des choix. Il peut y avoir des insuffisances, il peut y avoir des sous-évaluations, ce qui est le cas
particulier. Et croyez-moi, s'il y avait le moindre reproche qui puisse être fait, je serais tout à fait d'accord avec ceux qui aujourd'hui, comme François Ruffin et d'autres, crient au loup en pensant qu'il faut pendre haut et court les responsables qui ont mal agi. Oui, moi je crois à la responsabilité. Je crois à la responsabilité. Mais je crois qu'il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux Français. Dominique de Villepin le sait. Pas simple d'effacer la ligne autoroute de son CV de Premier ministre. Mais lui n'est plus aux affaires. Ce n'est pas le cas de personnalités aujourd'hui au sommet de l'État et qui ont, semble-t-il, fait un autre joli cadeau aux sociétés d'autoroutes. « 2014, le Premier ministre Manuel Valls veut relancer le BTP et rééquilibrer les contrats avec les sociétés autoroutières. Des négociations sont en cours. Grands travaux sur leur réseau contre allongement de la durée des concessions. Pour ce qui est du secteur spécifique des travaux publics, un plan de travaux autoroutiers a été validé. Il représentera 3,2 milliards d'euros d'investissement. Les travaux doivent être lancés au plus vite. Derrière lui, les visages fermés de ses ministres trahissent une ambiance lourde. Ces négociations ont été tendues au sein même de son gouvernement. Manuel Valls a refusé de nous les raconter. Mais certains de ses anciens ministres ont accepté de le faire. À l'époque, Christian Eckert est secrétaire d'État au budget. Son ministre de tutelle est Michel Sapin. Le dossier autoroute les concerne, mais il va très vite leur échapper. J'ai été convoqué à une réunion à Matignon autour du Premier ministre. C'était une première réunion de principe où il y avait le président de Vinci Autoroute, M. Copé, il y avait quelques autres sociétés d'autoroutes représentées, et Ségolène Royal, ministre des Transports, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, Michel Sapin et moi-même, voilà, autour du Premier ministre. Et il a été décidé de travailler à ce sujet. On s'est donné rendez-vous quelques semaines, je crois un mois de mémoire plus tard, en disant maintenant nos équipes vont travailler à élaborer ce protocole. Et puis, je n'ai plus jamais été invité à en parler, je n'en ai plus entendu parler. Est-ce que c'est normal qu'un secrétaire d'État au budget n'ait pas été associé aux discussions sur les autoroutes? Non, c'est complètement anormal. D'ailleurs, vous voyez que Michel Sapin n'est pas plus signataire que moi. Il n'a pas été associé non plus, en tant que ministre des Finances, à cette opération. Ça s'est traité, d'après ce que j'ai compris et appris plus tard, entre les deux ministres, Madame Royal et ses équipes, et Monsieur Macron et ses équipes. Donc probablement entre leurs directeurs de cabinet respectifs, qui étaient dans l'ordre Elisabeth Borne pour Ségolène Royal et Alexis Keller pour Emmanuel Macron. En coulisses, deux lignes s'affrontent. Il y a ceux qui veulent trouver vite un accord, et il y a la ministre de l'écologie de l'époque, qui veut jouer le rapport de force, et en public si possible. Gel des tarifs en 2015 ? Il faudrait. C'est un des points qui est en discussion avec les sociétés d'autoroutes. Vous souhaitez que les tarifs soient gelés ? Je le souhaite. Je le souhaite pourquoi ? Parce que les tarifs ont trop augmenté par rapport à la hausse du coût de la vie. Donc il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. Mais ce n'est pas le seul sujet. Le sujet aussi, c'est la question des concessions. Est-ce qu'on continue les concessions ou est-ce qu'au contraire, on les rediscute ? Les tarifs des péages seront gelés pendant 1 an. Mais Ségolène Royal se trouve à son tour évincée des discussions. C'est ce qu'elle nous a confié lors d'une interview téléphonique. Ce qui se passe, c'est que je suis dessaisie du dossier. C'est-à-dire, je reçois un appel de l'Élysée me disant qu'ils ont décidé avec Matignon de me dessaisir du dossier et de confier ce dossier au binôme de nos directeurs de cabinet, c'est-à-dire Elisabeth Borne et Alexis Keller, qui seront chargés de négocier avec les autoroutes. Donc vous êtes écarté ? Je suis écarté du dossier et on me dit l'arbitrage remonte à Matignon et à l'Élysée. À l'époque, Alexis Keller est donc le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. Elisabeth Borne
dirige celui de Ségolène Royal à l'écologie et au transport. Ça tombe bien, c'est un secteur qu'Elisabeth Borne connaît déjà. Voici sa première apparition télé. La fonctionnaire a quitté le public pour devenir directrice des concessions d'Eiffage. En 2007, elle gère le viaduc de Millau. On a presque tendance à oublier la prouesse technique qu'il représente. Et là, je pense que c'est une bonne occasion de le rappeler. Elle ne restera en poste qu'1 an. Cela ne va pas très bien se passer, selon ce journaliste spécialiste du monde des transports. Les barons d'Eiffage, comme on les appelait à l'époque, essentiellement des hommes, ne voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée d'une femme énergique qui avait envie de changer des choses, d'aller vite, et on fait en sorte que ça ne se termine pas très bien. Il y a plein de manières, hein, quand on veut évincer quelqu'un, le ou la, en l'occurrence, privé d'informations, de pouvoir, etc. Donc ça ne s'est pas vraiment bien passé de ce point de vue-là. Pouvait-elle négocier avec son ancien employeur en toute indépendance? Madame Borne, bonjour. Sur les autoroutes? Nous n'avons pas pu poser la question à la Première ministre. Mais certains élus, eux, ont pu s'y risquer. Le fait d'avoir travaillé dans un groupe privé qui gérait des autoroutes et qui avait des contrats, en tout cas dont les filiales avaient des contrats avec l'État, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, ça m'inspire qu'il y a des règles dans ce domaine-là, de conflit d'intérêts, et qu'il ne vous aura pas échappé que j'ai dû travailler chez Eiffage, comme vous le rappelez, je crois de 2007 à 2008, et que j'ai pu intervenir en tant que directrice de cabinet de Madame Royal de 2014 à 2015. Vous savez, on n'est pas marqué à vie quand on a quitté des fonctions, qu'on n'a plus d'intérêt dans une société depuis 10 ans. Je pense qu'on peut retrouver son indépendance de pensée. En tout cas, c'est ma façon de voir. Elisabeth Borne et Alexis Collère ont peut-être mené les négociations, mais ce sont bien leurs 2 ministres qui ont signé l'accord avec les sociétés d'autoroutes. Même si Ségolène Royal affirme l'avoir fait sans s'intéresser à son contenu. Et vous n'avez pas refusé de signer? Non, moi je suis disciplinée, moi. Et... Non, mais c'est vrai. C'est une qualité aussi, d'être discipliné. Mais le Premier ministre avait décidé la configuration de la négociation. Au fin de la négociation, on me dit c'est négocié. Moi, je vais pas dire mais non, c'est mon pouvoir. C'est fait, c'est négocié. Je signe. Oui. Je signe, mais je n'ai pas accès au. J'ai pas la curiosité de regarder le contenu. Le contenu. J'ai pas le temps d'abord et je fais confiance. Vous voulez regarder après coup ou pas ou... Je le découvre quand il est par la presse en fait. Je m'y intéresse après. Résultat, l'État rallonge la durée des concessions contre 3 milliards de travaux sur le réseau. Mais il crée aussi une autorité indépendante pour réguler le secteur. Une très bonne affaire pour les géants de l'autoroute et du BTP comme Vinci et Eiffage. Les travaux en question, qui étaient, d'après le protocole, qui s'élevait à 3,2 milliards d'euros, c'était précisé là, au début du protocole, ces travaux étaient faits par les filiales des concessionnaires d'autoroutes. C'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire que Vinci Autoroute faisait faire par une autre société, cousine, frère du même groupe Vinci, des travaux dont le prix était convenu entre ces deux sociétés qui avaient une consanguinité, je n'hésite pas à utiliser ce mot, important. Ça, effectivement, on se dit, ils ont peut-être un peu le beurre et l'argent du beurre, parce que non seulement ils gèrent les autoroutes, ils obtiennent le prolongement des concessions, mais en plus, c'est eux qui font les travaux. L'autre filiale. Ça fait beaucoup. Je pense que dans d'autres pays, ce genre de choses aurait coincé, je pense. En échange de ces travaux, les 3 géants des autoroutes obtiennent un allongement de la durée de leur concession. Mais de combien de temps précisément ? Le gouvernement ne l'annonce pas lors de sa conférence de presse. À Grenoble, un homme s'interroge sur ce manque de transparence. Raymond Avrier, militant écologiste,
Il est à l'origine de la condamnation de l'ancien ministre Alain Carignon pour corruption. C'est lui aussi qui est à l'origine de l'affaire des sondages de l'Élysée, qui fera vaciller Nicolas Sarkozy. Donc là, on est à l'entrée de la 480 dans Grenoble, les grands boulevards de Grenoble, l'entrée de la 480. C'est en écoutant la conférence de presse de Manuel Valls qu'il commence à s'intéresser à ce protocole d'accord entre l'État et Area, filiale du groupe Eiffage. On apprend dans la négociation que parmi les bénéficiaires de cet accord, il y a Area en échange de 300 millions de travaux pour passer de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies cette portion d'autoroute. Et donc, on demande évidemment le protocole d'accord tel qu'ils l'ont signé et annoncé par une conférence de presse. Est-ce que ces travaux supplémentaires qui ont été proposés par M. Macron aux sociétés autoroutières justifient de prolonger le contrat de concession? Raymond Avrier demande à avoir accès aux documents. En vain. L'un des signataires s'y oppose. C'est le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Il va refuser malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs. Il va refuser malgré le recours au tribunal administratif. Il va refuser malgré le jugement du tribunal administratif de Paris qui lui ordonne de me communiquer le protocole d'accord. Et juste avant de passer du ministère de l'économie à sa candidature à la présidentielle, M. Macron, ministre de l'économie, se pourvoit en cassation au Conseil d'État pour demander l'annulation du jugement qui ordonne de communiquer le protocole d'accord du 9 avril 2015. Ça veut dire que les gouvernants, ce n'est pas l'État, c'est les ministres, considèrent que les arrangements qu'ils font avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, c'est du secret d'État. Ce sont des affaires privées, c'est du secret des affaires. Alors que nous considérons, et là c'est un point de vue politique au sens noble du terme, que les affaires publiques sont publiques. Au bout de 4 ans de procédure, Raymond Avrier parvient enfin à récupérer le protocole et oblige Bercy à le publier. L'État accorde bien aux sociétés concessionnaires 2 à 4 ans de péage en plus, une compensation des hausses de certains impôts et même un rattrapage du gel de leurs tarifs. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il voulu cacher le contenu de cet accord? Alexis Collère, devenu depuis secrétaire général de l'Élysée, a assumé ce choix en 2020, mais sans l'expliquer. Merci, monsieur le secrétaire général, de vous être livré à ce jeu de questions-réponses. In fine, toute l'information a vocation à être publique. Et je ne crois pas aujourd'hui, mais je n'ai pas regardé de façon suffisamment approfondie, qu'il y ait des éléments dans le protocole qui ne soient pas... Donc vous trouvez normal que l'État ait dit « Ok, c'est le secret des affaires, on ne communique rien ». Mais in fine... Tout était public. Non, mais j'ai bien entendu, sauf que ça a été publié au compte-gouttes, de façon parcellaire. Quel intérêt Emmanuel Macron aurait-il de ne pas rendre public ce protocole? C'est pas très glorieux pour des ministres de voir établi, même longtemps après, des preuves, de négligence, d'erreur, de mauvaise gouvernance. C'est pas quelque chose que ces serviteurs de l'État aiment bien. Et donc, c'est une sorte de miroir à un moment d'une négociation difficile. On prépare déjà la présidentielle de 2017, donc c'est une négociation qui est importante pour le ministre de l'économie et des finances. De voir que le résultat de tout ça, c'est une négociation qui a été malmenée et qui s'est basée sur des erreurs manifestes, c'est pas agréable pour des gens qui veulent être considérés comme de grands serviteurs de l'État et de la cause publique. Depuis qu'il a été rendu public, la Cour des comptes a passé au crible cet accord. Et son jugement est critique vis-à-vis des négociateurs de l'État. La formule de l'allongement des concessions fait courir le risque de surcompensation en faveur des sociétés concessionnaires. Selon la Cour des comptes,
les sociétés autoroutières vont empocher une quinzaine de milliards d'euros en échange des 3 milliards de travaux sur leur réseau. Donc on n'a pas pris en 2015 la mesure de l'évolution très positive des contrats depuis 2006. Donc le vrai problème, c'est cette renégociation de 2015 qui est à nouveau déséquilibrée en faveur des sociétés autoroutes, mais simplement on avait déjà des signes que ça allait très bien pour elles, et donc il aurait fallu changer un peu le modèle et négocier autrement les investissements. Mais au contraire, on a remis une pièce dans le jukebox et on a redonné aux sociétés autoroutes des sommes pour investir, alors qu'on pouvait considérer que les super profits qu'elles avaient dégagés auraient servi à ces investissements. Contactés, ni Elisabeth Borne ni Alexis Kohler n'ont souhaité nous accorder d'interview sur le protocole de 2015. Comment expliquer que l'État ait si mal évalué les profits à venir des géants des autoroutes? La réponse se trouverait dans ce rapport confidentiel qui aurait servi de base de travail aux négociations de 2015, selon nos confrères de Marianne. Et un chiffre sur lequel tout reposerait soulève bien des questions. Celui du taux d'endettement des sociétés d'autoroutes. Le document dit 50%, mais en réalité, ce serait beaucoup plus. Et cela aurait pu tout changer. Au Sénat, 2 hommes ont refait les calculs. Leurs résultats sont contestés par les sociétés d'autoroutes. Frédéric Fortin est un ancien banquier d'affaires. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Delahaye. Ça va bien? Très bien et vous? Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, a fait appel à ses compétences. À partir des propres bilans des sociétés d'autoroutes, ils arrivent à un tout autre chiffre d'endettement. En fait, dans le domaine public de l'information, on peut retrouver sur le site internet d'ASF, par exemple, son rapport financier. Et donc, en 2013, tout le monde avait accès à une information extrêmement basique. Vous voyez, il suffit d'ouvrir les comptes et d'aller ici sur le bilan consolidé. Vous avez un taux d'endettement qui est largement supérieur, du coup, aux 50% que le ministère a utilisé. Un chiffre qui est vraiment, mais scandaleusement faux, en fait. Pour ASF comme pour les autres, c'est plus de 80% d'endettement au lieu de 50%. Vous vous êtes dit quoi quand vous l'avez vu C'est une grosse erreur. C'est vrai que ça nous a toujours un peu surpris, cette erreur. On a discuté à plusieurs reprises avec Frédéric. Mais c'est vrai qu'on ne comprenait pas, et on ne comprend toujours pas pourquoi ce taux a été retenu, alors qu'on savait... Et c'était presque de notoriété publique que en fait, les sociétés d'autoroutes finançaient leurs investissements par uniquement de la dette. Une erreur très favorable aux sociétés d'autoroutes. Selon leurs calculs, elles n'auraient dû obtenir qu'1 an de péage supplémentaire au lieu de 3 ans en moyenne. Qui fait que finalement, les sociétés, effectivement, ont plus d'argent, et cet argent-là, il ne va pas ailleurs. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc là, il va dans la poche des actionnaires. Selon nos confrères de Marianne, ce taux de 50% d'endettement a pourtant été validé par la direction des infrastructures du ministère des Transports et son directeur de l'époque, doivent être privilégiés. Christophe Saint-Hillan. Christophe Saint-Hillan est celui qui fournit le mauvais chiffre. Ce sont ces services qui fournissent les mauvaises données, sur lesquelles les négociateurs de l'État vont s'appuyer. La question se pose évidemment de savoir comment un haut fonctionnaire qui est très au fait du calcul de rentabilité des investissements arrive à produire ce type de données. Être privilégié. Christophe Saint-Hillan a quitté le ministère des Transports en 2016 pour rejoindre la région Île-de-France. En 2020, il est embauché chez ASF, une filiale de Vinci Autoroutes, au poste de directeur général adjoint. Ce recrutement a été validé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ni Vinci, ni Christophe Saint-Hillan n'ont répondu à nos demandes d'interview. C'est Orla Tarsifi pour France 2. Vous pouvez en enquête, on a juste une petite question. Mais à la sortie d'un cocktail, nous avons pu interroger celui qui a embauché l'ancien haut fonctionnaire, Pierre Copé, le président de Vinci Autoroutes. Il s'agit de savoir s'il est imaginable que dans les parcours professionnels de personnalités compétentes et formées,
il est possible de travailler dans l'État, dans les collectivités locales ou dans les entreprises. Vous pouvez avoir le point de vue que vous voulez sur ce sujet. Moi, je ne vois pas où est la difficulté, sachant que Christophe Saint-Aignan est venu travailler dans notre groupe 5 ans après. Et je pense que ça fait partie des parcours professionnels normaux, qualifiants et utiles à la fois pour le public et pour le privé, d'avoir des gens qui ont des parcours variés. Quant aux accusations d'avoir engrangé des super profits, le patron de Vinci Autoroutes les balaie catégoriquement. Si vous voulez, il y a des super investissements, des super dettes et des montants qui sont considérables. Et il se trouve que quand vous regardez les profits des sociétés concessionnaires, vous ne pouvez les comprendre qu'une fois que vous avez assimilé le fait que le contrat de concession doit permettre le remboursement de l'investissement et du capital de la société sur une durée limitée. Il faut rembourser le capital. Et c'est ça qui vous expliquait des montants aussi considérables. Et quand vous regardez les modèles d'affaires de la privatisation de 2005, vous constatez qu'on est grosso modo dans les clous, plutôt par en dessous que par au-dessus. Et donc, si vous voulez, l'invention du scandale des super profits, c'est simplement la méconnaissance du modèle des concessions d'autoroute. Du côté de Matignon, on ne comprend pas la polémique. Le protocole d'accord de 2015 a donné lieu à un processus long et soumis à plusieurs validations, nous écrit le service de presse. Ni le Conseil d'État, ni la Commission européenne n'ont relevé la moindre irrégularité. Quant au taux d'endettement de 50%, il correspondrait aux standards fixés par l'autorité de régulation des transports. Mais ce n'est pas l'avis de tous. Une association de lutte contre la corruption a décidé de saisir la justice pour obtenir des réponses. Il s'agit d'Anticor. Il y a quelques jours, leur avocat mettait un point final à la rédaction d'une longue plainte pour favoritisme. La question de l'infraction de favoritisme, c'est savoir si on savait sciemment dès 2013-2015 que ces contrats étaient conclus à l'avantage quasi exclusif des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Donc Anticor constate qu'il y a une opacité quasi totale sur les conditions dans lesquelles ces contrats de concession ont été négociés et préparés entre 2013 et 2015. C'est ça le soupçon. Il y a C'est ça un le soupçon d'avoir mal évalué de la part des négociateurs et donc d'Alexis Collère, d'Elisabeth Borne. Le soupçon, c'est d'avoir validé effectivement un équilibre financier dont on savait qu'il serait à l'avantage des sociétés concessionnaires d'autoroutes. L'association Anticor, elle porte plainte contre X. C'est une plainte pour attirer l'attention du parquet sur des faits qui peuvent caractériser une infraction. Il appartient ensuite à la justice d'identifier les éventuelles responsabilités pénales après que des investigations soient menées. La semaine dernière, l'avocat d'Anticor est allé au tribunal de Paris déposer plainte au parquet national financier. Après nos automobilistes, après les élus, la justice devra désormais se pencher sur nos très chères autoroutes. Et on est de retour avec vous. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Pau, président du MoDem et haut-commissaire au plan. En 2005, il y a 18 ans, au moment de la privatisation, vous étiez député UDF. Vous faisiez alors partie de la majorité emmenée par Dominique de Villepin. Et pourtant... UDF et rebelle. UDF et rebelle, mais néanmoins, vous supportiez la majorité. Et pourtant, à la télévision, vous affirmiez ceci. Je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Que la loi interdit de privatiser une entreprise dans laquelle l'État est majoritaire sans qu'il y ait débat au Parlement et vote d'une loi. Elle était illégale, cette privatisation? Oui. Quand l'État a un patrimoine, possède un bien, ce bien ne peut pas être privatisé sans que le Parlement le décide. C'est le Parlement qui est le défenseur du patrimoine de la nation. Et là, on a décidé que pour ces sociétés-là, on allait pouvoir les privatiser pour 30 ans. 30 ans, c'est une éternité. Si vous vous reportez à 2005, et si vous songez ce que vous étiez en culotte courte, vous, en 2005. Et si vous lisez
la saisine du Conseil d'État que j'ai faite à titre personnel. Je suis allé acheter une action de chacune des 3 sociétés d'autoroutes. C'est les seules actions que j'ai jamais eues de ma vie. Vous étiez actionnaire pour pouvoir contester la privatisation dans le Conseil d'État. Pour pouvoir aller devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, finalement, vous a donné tort puisqu'il a rejeté votre requête en expliquant, grosso modo, que c'était pas l'État directement qui possédait les sociétés d'autoroutes. C'est une blague, c'était une argutie. Un établissement public qui possédait ces autoroutes, donc il n'y avait pas à passer par le Parlement pour vous imaginez privatiser. Que je n'ai jamais imaginé gagner. Je faisais ça pour qu'il soit Faites confiance affirmé, à la justice, vous avez été garde des Sceaux, la justice fonctionne. Pour qu'il soit affirmé qu'il y avait au moins un parlementaire dans le pays qui n'acceptait pas cette procédure. Vous aviez pris la parole beaucoup dans les médias et Dominique de Villepin, le Premier ministre de l'époque, vous avez répondu ceci. Le standard de Matignon fonctionne. Donc je rappelle à François Bayrou le numéro du standard de Matignon, 01 42 75 80 00. Il vaut mieux, au sein de familles proches, que nous réglions les problèmes que nous pouvons avoir entre nous. Sacrée ambiance, non, à l'époque? Non, mais vous voyez bien, c'est l'idée de faire ça entre nous. C'est ce que Dominique de Villepin affirmait à l'époque. C'est-à-dire l'idée qu'on peut choisir une procédure qui ne respecte pas les principes du droit et qu'on va s'arranger entre nous. Faire des petits arrangements entre amis. Et je n'ai jamais accepté ça. Vous diriez que les sociétés, les gens du BTP qui ont obtenu ces concessions ont arnaqué l'État? Non, je pense que l'État s'est laissé volontairement arnaquer. C'est-à-dire? Il y avait bien quelque part des gens à cette époque qui savaient que c'était dingue. Et que c'était dingue pour une raison très simple, c'est que les sociétés d'autoroutes étaient, pour ainsi dire, complètement payées, c'était fini, l'investissement était remboursé, que ça allait être rentable, et rentable pendant des années, et ça n'est pas possible de considérer que personne dans l'État n'ait compris que c'était une très mauvaise affaire pour l'État et une bonne affaire pour les sociétés qui reprenaient. Ça a été fait consciemment, c'est-à-dire que Dominique de Villepin, vous pensez que ce n'est pas juste une erreur, je déteste mettre les personnes en cause sans avoir de preuves, et puis je pense que l'État, à plusieurs reprises, a décidé que, au fond, c'était ces sociétés privées autoroutières, ces sociétés qui étaient de bons partenaires pour l'État et que... Il fallait pas se fâcher. Oui, pas seulement qu'il fallait pas se fâcher, que c'était bien d'avoir des puissances comme celle-là. Alors, les accords de privatisation de 2005 étaient tellement déséquilibrés en la défaveur de l'État et en la faveur de ces sociétés autoroutières qu'on a tenté de renégocier ces accords en 2015. À l'époque, les discussions étaient menées par un jeune ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. Et écoutez ce qu'il promettait à l'époque. Il y a 3 objectifs à cette discussion. Le gel des tarifs en 2015. Deuxièmement, relancer l'investissement. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Relancer l'investissement. Et le troisième ? Être plus transparent. On a mal géré ces contrats ces dernières années. On va être plus transparent. Alors, on va être plus transparent et le jour même... Vous observez que d'une certaine manière, dans cette déclaration, il donne raison au combat que j'avais mené. Et il promet aussi donc plus de transparence. Le jour de cette interview, il signe ce fameux protocole de 2015 qu'il va refuser de publier malgré plusieurs avis de la justice. Pourquoi avoir voulu cacher les détails de cet accord? Ça, je sais pas. Je ne suis pas au courant. Je me suis toujours battu pour la transparence et pour la publicité. La justice a d'ailleurs donné raison. Et il allait jusqu'en cassation pour ne pas publier ce protocole. Est-ce que vous qui le connaissez bien, vous lui aviez dit pendant ces 4 longues années pendant lesquelles... Je dois vous dire qu'on n'en a jamais parlé. Ah. Parce que ça n'a jamais Pourtant, c'était un dossier intéressant ça pour vous. n'a jamais été un sujet. Parce que là, on parle d'Emmanuel Macron, ministre, avant d'être candidat à la présidentielle, et je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé à cette époque. Ça vous déçoit quelque part que vos alliés d'aujourd'hui, Alexis Kohler, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, il n'ait pas réussi en 2015, pourtant ils connaissent bien les dossiers économiques, il n'ait pas réussi à tenir tête à ces sociétés autoroutières qui gagnaient déjà beaucoup d'argent? Je vous dis, c'est l'ensemble de l'État au sommet, dans ces domaines de l'économie et de l'équipement. Et vous voyez qu'en disant ça, j'évoque des administrations
mastodonte. Hein. Bercy. Costaude. Bercy, l'équipement. Hein, ont avec ces sociétés puissantes des relations qui sont des relations de confiance réciproque. C'est un univers dans lequel on se connaît. Les uns ont été dans une situation avant d'être... ils ont été dans le public avant d'être dans le privé, pour parler simplement. Si j'essaie de décrypter, le ministre de l'économie, son directeur de cabinet de l'époque sont peut-être fait avoir par la puissance de la technostructure de Bercy, c'est ça que vous dites ? Je dirais pas ça sous cette forme. Moi, je pense qu'il y avait confiance. Ce sont des partenaires. Je pense simplement que depuis le début dans cette affaire, tout le monde considérait que c'était une bonne démarche. On a révélé cette semaine avec nos confrères de Marianne qu'une plainte avait été déposée la semaine dernière par l'association anticorruption Anticor pour le délit d'octroi d'avantages injustifiés, en gros le délit de favoritisme. Est-ce que c'est une bonne chose que la justice enquête sur les coulisses de ce protocole d'accord de 2015 ? Une démocratie, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et la justice, c'est une autorité qui est exercée pour que la démocratie soit équilibrée. Et donc, c'est normal et souhaitable. Alors, on a annoncé que vous étiez notre invité dans les fauteuils rouges et on a reçu un message d'un automobiliste qui voulait vous poser cette question. Bonjour Monsieur Bayrou. Pendant le débat sur les concessions d'autoroutes, vous êtes montré un esprit libre. Est-ce que vous le resteriez aujourd'hui et vous demanderiez à Bercy, à l'Elysée, de mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes pour offrir péage gratuit pendant tout l'été aux Français ou au minimum, par décence, par bon sens, un aller-retour gratuit pour leurs vacances? Voilà, vous l'avez reconnu, hein, c'est le député insoumis François Ruffin. Et est-ce que François Ruffin, parfois, ne tombe pas du côté de la démagogie systématique? C'est ça, c'est une question que je pose amicalement. Vous qui êtes pour le dépassement du clivage gauche-droite, est-ce que vous pourriez travailler avec la NUP et soutenir la proposition de loi pour le droit aux vacances et qui demande notamment que les péages puissent être gratuits, au moins pour un aller-retour chaque été pour les Français? Oui, vous voyez, tout ça, je pense que c'est fait pour gagner des voix. C'est pas fait pour changer l'équilibre de la société. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des parts de démagogie dans ces attitudes, de démagogie ou de, je sais pas comment on peut dire, de facilité, c'est une mauvaise proposition. C'est un peu trop... Je dis pas mauvaise, elle est pas juste. Trop facile. Elle ne se réalisera pas. Et pour gérer l'urgence, aujourd'hui, on fait quoi? Le Conseil d'État a dit, vous pouvez, s'il y a des profits excessifs, vous pouvez considérer qu'on peut créer une fiscalité à condition qu'elle ne soit pas contre un seul contribuable, c'est-à-dire ces sociétés-là. Il faut qu'elle soit plus générale auprès des sociétés concessionnaires. Cette nouvelle taxe, elle pourrait, d'après le gouvernement, rapporter 2 à 3 milliards d'euros. C'est rien au regard des super profits de ces sociétés. Vous savez ce que c'est, 2 ou 3 milliards? Ça aiderait beaucoup dans les circonstances où nous sommes. Mais si on compare, par exemple, on a regardé le dernier rapport de l'autorité de régulation des transports qui étudie l'impact de la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. On voit que cette baisse d'impôt a entraîné un gain de plus de 15,4 milliards d'euros pour les sociétés concessionnaires des autoroutes. Avec 15,4 milliards de ristournes fiscales, on peut baisser le prix des péages? Le prix des péages est fixé dans l'accord du premier jour. C'est le jour où cette décision a été prise que toutes les conséquences étaient prévues et devaient s'enchaîner. C'est ça qu'on a vu. Donc tout est la faute de Dominique de Villepin. Et depuis, on en paye les conséquences. C'était déjà un peu Jospin. Si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, est-ce que vous géreriez mieux ou différemment ce dossier autoroute qu'Elisabeth Borne? J'étudierai ce qu'on va faire à la fin des concessions. L'idée que les revenus des autoroutes serviront à équiper le pays, devraient servir à équiper le pays, était une idée juste. Peut-être il faudra y revenir. Donc vous réclameriez une nationalisation d'ici 2030? Je ne réclame rien. Je dis que cette idée d'avoir une gestion publique des autoroutes quand les concessions seront arrivées à leur terme, ça c'est possible, ça c'est envisageable. Il y a là quelque chose qui n'est pas démagogique, qui est possible
juridiquement et politiquement. Est-ce que vous souhaitez devenir Premier ministre si on cherche un remplaçant à Elisabeth Borne? Je suis hors de ce jeu. Je ne suis pas disponible pour ça, pour des raisons que vous savez. Pourquoi vous en auriez envie? On a l'impression oui, mais, que ça vous, dans la vie, il arrive que vous ayez envie de quelque chose et que vous sachiez que ça n'est pas possible. Nous allons avoir un procès que je considère comme totalement infondé. Mais, oui, vous êtes renvoyé devant le tribunal à l'automne, là, en octobre, voilà, pour des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Mais des soupçons infondés. C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est pas vrai. Vous êtes renvoyé devant le tribunal, donc les juges estiment que vous avez commis des détournements de fonds publics. Il y a eu des accusations portant sur la totalité des parlementaires européens. Je n'étais pas parlementaire européen. Je suis président du MoDem et à ce sur la titre-là... totalité des parlementaires européens, et tous, les uns après les autres, ont été blanchis. Il reste des soupçons datant d'il y a 15 ou 17 ans, et nous ferons la preuve que ce n'est pas vrai. Mais ce qui explique que, bien entendu, je n'aurai pas la stupidité de postuler à des fonctions alors que nous avons cet épisode judiciaire-là. Parce que ça va, il y a des députés qui ne sont plus poursuivis, mais d'après l'ordonnance de renvoi des juges dévoilée par nos collègues de l'AFP, c'est bien vous, François Bayrou apparaît comme le décideur et le responsable de la mise en place du fonctionnement d'un système frauduleux. Et dans leur conclusion, les juges expliquent François Bayrou s'est rendu complice par instigation de faits de détournement public commis par des députés européens. Donc c'est vous l'auteur principal d'après les juges. Dans les yeux, et j'aurais pu regarder aussi les juges, mais vous regardant dans les yeux, je dis ceci est non seulement infondé, mais totalement et absurdement faux. On peut être un honnête homme et dire des choses de cet ordre. Totalement et absurdement faux. Et donc, non, laissez-moi finir. Et donc, nous ferons la preuve, je ferai la preuve, parce que j'irai devant ce tribunal, et je ferai la preuve que tout ceci, ce sont des accusations malveillantes et mensongères. Et je crois, j'espère, mais je crois, que la justice est capable d'établir ce genre de fait. Donc, après le procès, vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République? Inch'Allah. Ça veut dire oui, alors? Si vous êtes relaxé, peut-être que vous serez candidat. Est-ce que vous avez l'impression que toutes les déclarations que je vous ai faites depuis le début, est-ce que vous avez l'impression que ça signifie que j'ai l'intention de m'éloigner de la politique? Non, on a plutôt l'impression inverse. Eh bien voilà, peut-être cette impression-là est juste à la différence de ce que vous disiez avant. Eh bien, merci beaucoup François Bayrou d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de ce tout dernier numéro de la saison de Complément d'enquête. Un grand merci à Hugo Plagnard, Clément Cassec, Séverine Lebrun à la rédaction en chef, à toutes les agences de presse qui collaborent avec nous, aux équipes techniques, à la prod et bien sûr à notre super équipe de journalistes qui nous permet de vous proposer chaque semaine des enquêtes très complètes comme aujourd'hui. Ce soir à la préparation des plateaux, c'était Caroline Durand et Lucas Franchino, Nicolas Ferraro à la réalisation. Cet été, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux, vous ferez plaisir à notre community manager Olivia Rublin. Tout de suite, c'est Nous les Européens, présenté par Éléonore Gay. Excellente fin de soirée sur France 2 et bon été à tous.